Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. Plus nous approchons de l'échéance fatidique du 12 décembre, et plus le régime s'enfonce, et plus il s'accroche à tout et à n'importe quoi, dans une panique de quelqu'un qui ne sait pas nager et qui se noie, ne craignant plus de se couvrir de ridicule, ne se refusant aucun moyen, tout particulièrement celui du cachir, pour tenter de se rallier un tant soit peu de cachirophages. Et tous les cachirophages ne se ressemblent pas. Il y en a qui ont un gros appétit et qu'on achète relativement cher, comme c'est le cas des magistrats. Magistrats entre guillemets. Leur cachir est très spécifique. C'est du caviar de cachir. C'est d'abord le lieu d'affectation. Certaines affectations sont très courues et les magistrats qui en bénéficient y deviennent vite des milliardaires, en plus de nombreux autres privilèges et proximité avec la crème de la crème du régime. Enfin, si tant est que c'est de la crème. Ensuite, une fois la bonne affectation acquise, c'est obtenir de durer dans le même endroit, dans le même fonds de commerce, ou alors pas trop loin. L'autre avantage de ce cachir de luxe, dont se sert le régime pour s'acheter leur conscience, et surtout leur servilité, c'est fermer les yeux sur leur fonds de commerce, le droit de cuissage qui se sont arrogés dans les affaires qu'ils jugent. Droit de cuissage qui s'appelle corruption. Ils peuvent ainsi ne plus cacher les fortunes colossales qu'ils y engrangent. Ils peuvent rouler carrosse, acquérir des résidences somptueuses qui nous pourraient s'offrir avec un siècle de leur salaire et procurer des privilèges de toutes sortes à leurs familles, les lancer dans de juteuses affaires et autres rapports du genre. D'autres cachiristes, moins privilégiés, généralement conjoncturels, qui ne sont utilisés que le temps d'une manifestation de soutien au régime pour faire croire à l'attachement du bon peuple à ses gouvernants, ou d'une apparition dans un bureau de vote pour faire croire à une massive participation du même bon peuple aux élections tant attendues. Mais le recours à ces pauvres malheureux ne trompe pas, ne trompe plus grand monde, parce qu'il faut les ramener en autocar d'un peu partout pour ratisser large. Parce qu'il faut leur dire quoi scander, et tout cela se voit. Sinon, ces derniers soubresauts de ce régime n'en restent pas moins inquiétants, parce qu'ils peuvent provoquer des réactions violentes, qu'ils peuvent monter les enfants d'un même peuple les uns contre les autres. Ce régime est réellement sujet à psychiatrie. Il est très dangereux. Il a toutes les caractéristiques du pervers narcissique, qui ne se distingue que par son incapacité à se remettre en cause, par son incapacité à se projeter dans l'avenir, qui ressent un besoin exacerbé de se faire admirer et qui pense que ce n'est qu'en rabaissant les autres, qu'en les chargeant de toutes les tares, qu'il peut enfin briller. Le grand problème est que ce pervers narcissique qui est le régime ne peut manipuler désormais que les plus fragiles ou les plus vils. La grande masse des Algériens ne répond plus à ces sollicitations effrénées. Et c'est pour cela qu'il racle tous les fonds et qu'il écrème les cloaques, les égouts. Mais il n'est pas que pervers narcissique, il est aussi très médiocre. Et donc, puisqu'il a le pouvoir, médiocrate. Il ne peut donc plus générer du mérite. C'est impossible. Il ne peut pas générer du mérite, du beau, du compétent. Il ne peut pas.
Tout ce qu'il entreprend ne produit donc que de la médiocrité, du négatif, du contre-productif, y compris pour lui-même. Il ne sait même plus manipuler, ni même obtenir de quelques résultats. Tout ce qu'il entreprend tourne court. Et les effets pervers qu'il produit et enchaîne ne sont plus l'exception ou la rareté du système, l'exception non prévue, mais l'essentiel de tout ce qu'il entreprend. Il rate tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il fait est contre-productif, comme ces apprentis sorciers qui font tomber la grêle lorsqu'ils promettent la pluie. Et je crois qu'il n'y a pas de citation qui puisse convenir au régime algérien comme celle-ci que je vais vous dire, qui devrait figurer sur son blason et devenir sa devise nationale. Je vous la dis, cette citation. Le mal qu'il fit, il le fit bien. Le mal qu'il fit, il le fit bien. Le bien qu'il fit, il le fit mal. Algérie, le retour du kachirisme. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi mon ami Yahya Bonouar sur le plateau. Yahya Bonouar, activiste politique et néanmoins journaliste. Yahya, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci, c'est toujours un plaisir. Merci. Alors, nous aurons au Skype Yahya Mkhioba, journaliste. Yahya, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonsoir, c'est toujours un plaisir aussi. Merci Yahya. Et nous allons commencer. Tout à l'heure, nous serons rejoints par Hassan Mouali, journaliste aussi. Mais nous allons commencer avec Mohsen Belabbas pour pouvoir le libérer un peu tôt, président du RCD. Mohsen Belabbas, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, Mohsen Belabbas, nous allons essayer de parler de 3 sujets principaux. Cette histoire des magistrats, qui ont donc obtenu ce qu'ils voulaient et qui ne parlent plus d'indépendance de la justice. Cette histoire de manifestations préfabriquées qui reviennent. Nous avons assisté aujourd'hui à une manifestation des pro-Gaïd. C'est même pas pro-élection, hein, c'est pro-Gaïd à El Oued et à Tlemcen. Puis nous parlerons des manifestations estudiantines qui ont eu lieu hier. Alors commençons par les magistrats, Mohsen Belabbas. D'abord, s'agissant de la grève des magistrats, moi je l'ai dit dès le départ sur votre chaîne dans une émission en arabe à partir de 20h, où si réellement les magistrats voulaient une indépendance de la justice, il suffisait pour eux
de laisser le téléphone sonner, de ne pas décrocher. C'est pas très compliqué. Ils n'ont pas besoin de demander que la justice soit indépendante. C'est à eux de la décréter par des actes qu'ils auraient dû prendre, entre autres, à la libération des détenus injustement incarcérés depuis le début du mouvement. Maintenant, moi, je ne suis pas de ceux qui jugent et qui mettent l'ensemble des magistrats dans la même marmite. Je sais qu'il y a dans la vie, il y a du mauvais, il y a du bon, et encore dans le mauvais, il y a des nuances, et dans le bon, il y a des nuances. Je sais que beaucoup de magistrats, en tout cas d'après les informations qui nous sont parvenues aujourd'hui, ne sont pas contents des résolutions de leur dirigeants officiels hier, en tout cas du contenu de la déclaration qui a été rendue publique. Un nombre de wilayas, il y a même des magistrats qui ont continué à faire grève. Mais c'est tant mieux, je dirais, qu'un certain nombre de corporations rejoignent petit à petit l'insurrection citoyenne qui a été déclenchée depuis le 22 février. C'était prévisible depuis le départ. Moi, je suis de ceux qui, dès le départ, pensaient que les choses allaient prendre du temps. Et tant mieux que ça prenne du temps, parce que moi, je suis de ceux qui croient aussi que pour avoir un bon plat, il faut lui donner le temps de bien mijoter. Ça ne sert à rien de se... Oui, mais ces magistrats se sont servis de la révolution du 22 février, se sont servis du Hirak, comme on l'appelle aujourd'hui, pour faire chanter le régime. Ça veut dire qu'ils lui ont dit, nous ne parlons plus de nos revendications socio-professionnelles, nous ne parlons plus de quoi que ce soit, nous parlons uniquement de l'indépendance de la justice et nous vous avertissons que nous n'allons pas couvrir les élections, sachant que si les magistrats ne couvrent pas les élections, ils ne peuvent pas se tenir. Donc tout le monde avait pensé que c'était un tournant majeur et Gaïd Salah qui avait demandé à son ministre de la Justice d'aller jusqu'au bout. Nous pensions jusqu'au bout seulement dans la répression, mais c'était aussi jusqu'au bout dans la corruption. Or, ils ont obtenu satisfaction parce qu'ils négociaient en catimini et en aparté, et du jour au lendemain, ils ont dit c'est bon, nous arrêtons notre grève, nous reprenons nos activités, et le malheur, c'est qu'il n'y a pas eu de voix, sauf quelques magistrats dans le club des 1000, il n'y a pas eu de voix qui a dit ah non, 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 il n'en est pas question, nous on continue le mouvement parce que nous avons donné notre parole au peuple de le rejoindre. C'est silence, motuche et bouche cousue, et tout le monde est rentré dans son petit trou. Donc on ne peut pas dire que le corps de la magistrature, il y a du bon, il y a des mauvais. Moi je dirais plutôt, il y a surtout du mauvais. Et le peu de bon qu'il y a, il s'est planqué, pour dire les choses. Moi, quand même, j'essaie de nuancer un petit peu. C'est la direction du syndicat qui a été négociée hier. Mais il y a beaucoup de magistrats qui ne sont pas contents. Moi, je ne généralise pas. Moi, je sais que dans cette affaire des détenus, il y a eu quand même un certain nombre de juges, notamment la juge de Annaba, celle de Chlef, celle de Djidjel, qui avaient pris des décisions courageuses en leur temps. C'était au mois de juin, début juillet, mois de juillet, début août. Ils ont quand même libéré des détenus qui avaient été incarcérés pour le port du drapeau à mesure. Je peux citer le cas de la magistrate de Tipasa quand même, qui a été courageuse quand il a libéré le militant Kahim Tabou. Donc moi je ne généralise pas, mais je sais que dès le départ, j'ai dit qu'il y a de la manœuvre dans cette grève des magistrats. Moi je dis ne croyez pas dans cette grève. En tout cas, il a été décidé par la direction de le syndicat. Mais ce n'est pas une raison pour moi de dire que l'ensemble des magistrats sont pourris. Moi, je continue de croire que peut-être nous allons avoir le soutien d'une partie des magistrats. Ils pourront peut-être rejoindre ce mouvement d'ici peu. Dans tous les cas, ils vont se rendre compte d'eux-mêmes qu'ils seront trahis encore une fois
par les gens avec lesquels ils ont négocié et par des gens qui ont négocié en leur nom, là aussi. C'est leur syndicat. Certains magistrats que j'ai pu contacter m'ont dit que c'est leur syndicat qui agissent un peu comme les syndicats du crime. Et ils les mettent au courant de rien, ils les informent seulement des décisions qui ont été prises en leur nom. Mais il n'en demeure pas moins que ces magistrats restent passifs devant une telle mafiocratie de leur syndicat. Alors, oui, tout à fait d'accord, comme beaucoup d'Algériens qui étaient restés passifs pendant des années. Moi, je pense que nous sommes en pleine révolution. Nous réussissons à gagner en termes de construction de rapport de force. Moi, j'ai vu comment a évolué le rapport de force depuis le 22 février. Nous avons quand même tenu dans des périodes difficiles. Beaucoup avaient tablé, notamment ceux qui ont vendu la poudre de l'os trop rapidement et qui ont rejoint la mangeoire trop rapidement. Ils pensaient que le mouvement allait s'essouffler. Je fais allusion à un certain nombre d'acteurs qui jusque-là avaient payé soi-disant position en faveur du mouvement, mais qui très vite sont allés négocier pour participer à la phase électorale projetée pour le 22 février. Mais l'écrasante majorité des Algériens continuent à sortir dans la rue le vendredi. L'écrasante majorité des étudiants continuent à marcher les mardis. Il y a de plus en plus de citoyens et d'acteurs appartenant à un certain nombre de corporations qui manifestent durant la semaine. C'est important. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit pressé, que le pouvoir soit pressé et qu'il se précipite pour régler ce qui sera être une crise passagère. Je le comprends. Mais que nous soyons pressés, moi, je pense c'est l'erreur à ne pas faire. Nous devons quand même construire un nouveau système politique qui nous permet de sortir définitivement des crises que nous vivons depuis 1962. Mohsen Belabès, nous allons voir le sujet prochain. D'abord, je vous propose, si vous êtes devant votre téléviseur ou votre micro-ordinateur, de regarder ces scènes du retour du cachirisme. D'abord à Tlemcen, nous allons voir ensuite Eloued. Nous allons commencer par Tlemcen, voir quelques images. Vous allez voir, vous allez même voir des autocars, alors qu'ils empêchent les Algériens de se rendre à leur lieu de manifestation. Les manifestations pour Gaït Saleh, c'est eux qui le disent, hein, c'est même pas pour les élections. Ils les ramènent par car. Et l'un de ces gens, il dit, moi je suis venu de Mernia, hein, pour vous dire que ce n'est pas Tlemcen. Il les ramène d'un peu partout. Nous allons regarder Tlemcen, manifestation organisée par le régime, puis juste après, manifestation organisée par le peuple. Regardez. ايش شوابن عندك؟ الو الو الجو شراكم باغيين؟ شا باغيين البلاد خصنا رئيس يكون زين ما كانش رئيس زين ان شاء الله يكون خمسة Regardez, on ne le laisse même pas filmer. Et là, on n'a pas bien vu, hein, on n'a rien vu des manifestations comme ça. On va la revoir, on ne voit pas les manifestants. Voilà, regardez, ils sont au fond là de quelques dizaines de manifestants. Hein, regardez bien. Voilà. Voilà, ils descendent de l'autocar. Voilà. Et un monsieur qui veut empêcher le citoyen de filmer. Et là, c'est la manifestation du peuple de Tlemcen. Regardez. Il n'y a pas photo. Vous avez vu l'un et l'autre. Et là, nous allons voir l'oued. Oued Souf. Mudaharat al-Nizam. Et mais regardez même la prise de vue qui veut faire croire qu'il y a du monde. Hein. Regardez comment on les prend comme ça d'en dessous.
pour qu'on ne voit pas en perspective. Et là, Mudaharat Shab, regardez la différence. Voilà, c'est clair. Mohsen Belabbas, à votre avis, ces manifestations organisées par le régime qui nous parlent de soutenir Gaïd Salah et le Jish. Ils ne parlent même pas d'élection. Non, d'abord, moi, je dirais qu'ils sont utiles, ces manifestations organisées par le régime, parce qu'ils confirment que c'est un régime qui ne mobilise plus, que c'est un régime qui est décrié, parce qu'ils sont incapables de mobiliser, y compris les quelques sympathisants des candidats en liste pour leur élection. Moi, je pense que la pire des images, ce n'est pas le fait qu'ils vont tenter d'organiser un certain nombre d'activités sur certains wilayas, mais la pire des images, en réalité, nous l'avons vu le 1er novembre à l'occasion de la cérémonie officielle, quand nous avons entendu un vice-ministre dire à un ministre de souveraineté qu'il fallait aller jusqu'au bout, et l'autre à lui répondre merci mille fois. Merci. Donc voilà, il n'y a pas meilleure image pour connaître l'état de santé du régime en place. Moi, je pense qu'ils sont finis. Nous devons continuer à nous mobiliser et ne pas sortir de l'essentiel. Et l'essentiel, de mon point de vue, c'est comment créer, mettre en place un système politique qui met fin à l'exclusion, qui met fin au régionalisme, qui met fin au coup d'État, qui met fin aux fraudes électorales, qui met fin au pouvoir militaire, qui met en place une bonne fois pour toutes un système civil où la souveraineté sera celle du peuple et seulement du peuple. Alors, Mohsen Belabbas, dernière question, mais je vais vous montrer d'abord quelques images des manifestations populaires pour voir la différence avec celles qui sont organisées par le régime, qui se résument en quelques malheureux manifestants qu'on a ratissés un peu partout dans les régions. Et nous allons voir d'abord Alger, 1er novembre. Je vais vous montrer juste quelques villes. Bjaya. Steve. مع سعيد دي زامي لما البارح كنت مع سعيد واليوم تلعبها لنا من جد. وهران Alors, Mohsen Belabbas, au sujet des manifestations estudiantines qui ont eu lieu hier dans la plupart, quasiment dans toutes les universités du pays, y compris celles qui étaient jusque-là empêchées, je choisis mon terme, de marcher comme c'était le cas à Batna, où des pressions énormes étaient exercées contre les étudiants pour les empêcher de manifester. Ce tournant dans les manifestations estudiantines
qui s'amplifie et se voit encore plus présente. Oui, moi je suis convaincu qu'ils vont s'amplifier encore plus. Autant c'était facile pour le pouvoir de fermer les médias audiovisuels à l'expression libre et les empêcher de couvrir les manifestations depuis un certain nombre de mois. Autant c'était facile d'instaurer l'administration, de refuser de donner des autorisations à des partis politiques et à des syndicats pour organiser un certain nombre d'activités, de concertation, pour mettre en place et se mettre d'accord sur les solutions. Autant ça va être très difficile pour eux d'empêcher le peuple algérien de marcher les vendredis, et encore moins les étudiants qui de plus en plus prennent conscience que ça va se jouer cette année. Je suis convaincu que de plus en plus nous allons voir des étudiants qui vont participer, y compris en plus de la mobilisation, y compris dans la réflexion et l'élaboration de perspectives, et c'est important qu'ils le fassent parce que moi je suis de ceux qui ont toujours pensé que la jeunesse c'est maintenant et non pas demain. Mohsen Belabbas, merci infiniment, au plaisir de vous revoir bientôt. Merci. Alors, Yahya Bonouar, d'abord cette histoire de magistrats. Oui, bon, les magistrats, Mohsen Belabbas le disait tout à l'heure, il ne faut pas généraliser, pas tous, il y en a quelques-uns, ce qui n'est pas faux. Mais il y a aussi quelques-uns dans le régime, c'est des centaines de milliers qui sont bien, il y a toujours quelques-uns, mais c'est un système, et ce n'est pas les quelques-uns bons à l'intérieur d'un système qui font le système. Il faut changer de système. La magistrature telle qu'elle est, les lois telles qu'ils sont, la constitution algérienne, fait que le magistrat ne peut pas être indépendant. Et ces magistrats-là n'ont pas envie d'être indépendants puisqu'ils acceptent de la corruption. Ils les ont achetés pour qu'ils renoncent à leur indépendance. Ceci dit, le fait qu'ils aient osé, qu'ils aient profité de la révolution pour oser se rebeller, c'est une première, ça a brisé un petit mur de la peur, c'est intéressant. Après, ce qui est arrivé, c'est la technique habituelle du régime algérien, acheter, corrompre, ou à défaut... Maltraiter, ou à défaut, menacer, la carotte et le bâton. Voilà, ou à défaut, menacer, j'imagine qu'ils ont utilisé tout l'arc et qu'ils ont obtenu le résultat, c'est toujours où on achète les gens, où on les menace, où on exécute la menace. Ça a donné ce que ça a donné. L'indépendance de la justice reste une revendication du peuple algérien et non pas des magistrats. Mais c'est incroyable. Pourtant, Yahya, ils ne trouveront jamais une occasion pareille, si tant est qu'il y a des gens bien dans ce corps, de surfer sur le Hirak pour exiger, ils n'ont qu'à dire ça, on exige l'indépendance de la justice, on ne va pas couvrir les élections et on ne va pas travailler jusqu'à ce qu'on obtienne, c'est tout. Ils ne vont pas tous les mettre en prison. Non, mais pour faire ce que vous suggérez, encore faut-il avoir un petit peu une once d'esprit révolutionnaire, ce qui leur fait défaut. Totalement défaut. Absent dans ce corps. Voilà, peut-être quelques personnes, la nouvelle génération, les jeunes, mais ceux qui baignent dans ce régime depuis 20, 30 ans, ils ne vont pas devenir révolutionnaires. Ce culot du syndicat des magistrats, qui osent venir brandir la menace de l'indépendance de la justice, que les revendications socioprofessionnelles sont mises de côté, qu'on n'en parle plus, et qui se fait filmer, camérer ce représentant du syndicat, et qui lui-même fait pression, c'est des juges qui me l'ont dit, il lui fait pression sur eux, il le menace, parce qu'ils sont pris individuellement, il leur dit, celui qui branche, on le lâche, on va pas le couvrir. Donc c'est de la terreur. Ce syndicat est devenu l'instrument de terreur des magistrats qu'il dit représenter. C'est exactement le fonctionnement de toutes les autres institutions. Il y a même des généraux qui parlent de démocratie. Il y a des gens du FLN, parmi les candidats, qui parlent de droit, état de droit, de liberté démocratique. Tous en parlent depuis 20, 30 ans. Et puis derrière, ils font l'inverse. Ils marchent. À ce point,
À ce point, oui. En caméra devant des millions d'Algériens. Ah oui, oui, Gaïd Saleh parle d'état de droit et de démocratie. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, donc il jette les gens en prison. Et il dit même que tout le peuple veut aller aux élections. Voilà, tout le peuple veut aller aux élections. Bon, il nous le montrera le 12. Il a essayé de le montrer aujourd'hui. Apparemment, ça n'a pas marché. Nous allons parler. Voilà, quelques dizaines par-ci, par-là. Mais on tourne en rond et l'institution, parce qu'on appelle, au lieu de dire le pouvoir judiciaire, Sultan al-Qada'iyya, personne n'utilise ce terme en Algérie. El Jihaz. C'est un appareil, comme si c'était le FLN ou... C'est vrai, hein, ils ne disent pas Sultan, ils disent El Jihaz. Les magistrats eux-mêmes ne disent pas Sultan en parlant d'eux-mêmes, ils se disent El Jihaz ou le Muassasa. Ça veut dire l'outil, l'appareil, au service du décideur. C'est incroyable. Voilà. Je n'avais pas remarqué, mais c'est très vrai. Quand les magistrats, en parlant d'eux-mêmes, utiliseront le mot Sultan al-Qada'iyya, on aura fait un grand pas. Déjà, ce sera un pouvoir séparé de... On commencera. C'est même pas séparé du pouvoir exécutif, c'est séparé de l'armée. Oui, c'est incroyable. C'est un pouvoir à part. Normalement. Oui, normalement. Mais eux, ils se disent le djihad, mais en fait, ce n'est pas le djihad, même pas de l'État. C'est le djihad d'un général et de ses généraux qui sont autour de lui. Quelquefois d'un caporal. D'un caporal. Voilà. Yahya Mriouba, sur la même question. Oui, bonsoir. Bonsoir, Yahya. Alors, ce que disait mon ami Yahya Benoir, c'est à peu près, ça peut résumer un petit peu mon idée. Par contre, on remarque qu'il y a une certaine panique au sein du régime, parce qu'il a besoin aujourd'hui d'aller corrompre les magistrats. Ça, c'est un fait nouveau. Avant, il laissait les magistrats se faire corrompre eux-mêmes par les délinquants, par la mafia politico-financière. Maintenant, il faut savoir qu'ils leur ont proposé, ou promis, dans l'accord qui a été trouvé hier, une hausse de salaire, du salaire de base à hauteur de 70%, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2019, alors que le pays vit une situation de crise économique et financière, alors qu'on arrive Ça veut dire quasiment leur doubler les salaires, quasiment. Absolument. 70%. Avec effet rétroactif de 6 mois, quasiment. Absolument. 1er janvier. De base, 10 mois. De 10 mois. Était de 70 000 dinars. Hier, il a été rehaussé à 120 000 dinars. Donc, on passe de 70 000 dinars à 120 000 dinars, plus les primes. Donc, un juge, avec les primes, va, avec le nouvel accord, toucher dans les 200 000 dinars par mois. Donc, vous imaginez les juges de la Cour de cassation, les juges de la Cour suprême et les juges spécialisés des cours financières et des brigades économiques et les procureurs de la République. De un. De deux, M. Benoir disait que les juges ne parlaient pas de pouvoir judiciaire. Mais ce qui est vrai, parce que même dans la Constitution algérienne, il n'est jamais parlé de pouvoir judiciaire. C'est l'appareil judiciaire, le Jihaz al-Qada'i. Le Dastur jazairi, il est écrit, le Jihaz al-Qada'i est nullement Sultan al-Qada'iyya. Parce que le régime algérien, dans ses constitutions successives, n'a jamais admis que le côté judiciaire devienne un pouvoir, comme il n'a jamais admis la démocratie politique, même en 89, avec la réforme constitutionnelle qu'il y a eu après le 5 octobre 88, on parle de loi sur les associations à caractère politique. Il n'y avait pas de loi sur les partis politiques. Il n'y avait même pas la reconnaissance du caractère de parti politique, comme il n'y a pas de reconnaissance aujourd'hui du caractère du pouvoir judiciaire. Donc, on est dans la même configuration avec quelques retouches depuis 1962. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le Nadi al-Qudat, le club des magistrats, est en opposition radicale avec ce que propose le... Mais justement, Yahya, ce fameux club des magistrats, qui est composé de jeunes magistrats dont on nous dit qu'ils sont intègres et qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout pour obtenir
l'indépendance de la justice, qui sont ciblés par le régime comme étant des moutons noirs. Pourquoi n'essaye-t-il pas de faire bouger les choses? Pourquoi ne rejoignent-ils pas le Hirak? Pourquoi ne montent-ils pas au créneau? Parce que 1000 juges, on nous dit qu'il serait 1 millier. C'est quelque chose, 1000 magistrats. Pourquoi sont-ils aussi silencieux? Ils sont silencieux parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Ça, il faut le savoir. Parce qu'il y a déjà une présélection au niveau des facs de droit pour déjà pouvoir aspirer au concours de l'École nationale de magistrature et rentrer à l'École nationale de magistrature, comme pour rentrer à l'École nationale d'administration, il y a une présélection intellectuelle des services. Vous ne pouvez pas être militant ou intègre et passer entre les mailles du filet. Il y a un filtrage, comme même dans l'armée. Dès qu'on sait que vous êtes honnête, vous voulez faire votre travail et que le pouvoir, sinon les pratiques mafieuses ne vous intéressent pas, vous partez à la retraite à l'âge de 52 ans, quand bien même vous avez un master ou un magistère, même un doctorat. Et alors que les gens qui ont 82 ans, 84 ans, deviennent généraux-majors, comme le cas de Gaïd Salah, de Ben Ali Ben Ali et de Chengriha. Donc il y a une présélection dans tous les domaines, dans le judiciaire, dans le militaire, dans l'administration, dans la diplomatie, ce qui fait que les gens qui arrivent au pouvoir, les gens qui arrivent au poste de décision, sont présélectionnés. Et cette présélection est faite par les services de sécurité. Avant, il y avait l'article 120 qui prévoyait qu'il fallait avoir la carte du FLN pour pouvoir aspirer à un poste de responsabilité. L'article 120 a sauté en 89 et il a été remplacé implicitement par la fiche bleue du DRS qui fait qu'un journaliste peut faire carrière ou pas, qu'un magistrat peut faire carrière ou pas, qu'un diplomate, qu'un militaire, etc. Donc on est toujours dans le même schéma. C'est vrai qu'il y a des magistrats jeunes qui composent le club des magistrats, mais ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas majoritaires. Il faut savoir que ce corps de la magistrature, quand bien même il y a des gens honnêtes, quand bien même il y a des militants, quand bien même il y a ceux qui sont honnêtes et intègres, la majorité, c'est des gens qui ont mangé avec le régime et qui ont fait les beaux jours du régime de Bouteflika. Où étaient ces magistrats depuis les 20 dernières années? Quand vous avez des magistrats, et le monsieur du syndicat national des magistrats reconnaît hier et avant-hier dans ses vidéos qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice. Et il y a 2 semaines, il nous racontait l'histoire que si ce n'était les magistrats, on n'aurait jamais pu bloquer le 5e mandat. Vous comprenez un petit peu la composition intellectuelle de ce monsieur. Et l'opportunisme saute aux yeux. Maintenant, il faut faire confiance à la jeune génération qui n'est pas majoritaire dans ce corps, mais il faut l'encourager. Il faut dénoncer les magistrats qui ont passé le deal avec le régime, mais en même temps dire que ce n'est pas tout le monde qui est corrompu, ce n'est pas tout le monde qui est motivé par l'aspect financier, mais en même temps les mettre devant leurs responsabilités et dire qu'on est dans une phase révolutionnaire. Il n'est pas possible aujourd'hui d'avoir une position neutre. Soit vous êtes avec la révolution populaire pacifique, soit vous êtes contre. Eh bien, restez avec nous. L'indépendance de la justice. C'est le combat des magistrats et des avocats. C'est exactement ça. En fait, la question est très simple. Soit on est pour la révolution, soit on est contre. On ne peut pas rester au milieu tranquille, attendre que ça se passe et sauter le pas au dernier moment pour rejoindre le camp des vainqueurs. C'est ce que font les magistrats, c'est ce que font les habituels apparatiques du FLN, du RND, des organisations de masse. Ils sont tous là à attendre, comme ils disent, et ils attendent que le beurre monte pour voir où et d'où vient le vent. Yahya Bonouar, au sujet de ces manifestations préfabriquées, dont on a vu Oued et Oued-Souf, ils ont commencé par Tlemcen et Oued. Ils ont essayé, on ne sait pas si ça va continuer, mais très vraisemblablement, ça va se passer. Parce que les hirakistes les ont mis au défi. Ils sont allés jusqu'à leur dire, on vous prête un vendredi. Si vous voulez, faites sortir, puisque vous dites que tous les Algériens sont pour les élections, faites-les sortir un vendredi. Et donc, ils sont en train d'essayer de faire des essais. On a vu le résultat. Mais ça se passe comment, ce genre de choses? Ils ont déjà essayé il y a quelques semaines à Blida.
qui est une ville garnison, et où il y avait... Beaucoup de militaires. Voilà, une trentaine ou une quarantaine de personnes, pas plus. C'est à l'image de la base sociale du régime. On retombe dans le cachir de Bouteflika. On retombe dans l'illusion. Pour Bouteflika, il disait, c'est le peuple qui le veut, je fais le 5e mandat à la demande du peuple. Ils ont rempli la salle Mohamed Boudiaf, 20 ou 30 000 personnes qu'ils ont ramenées de toute l'Algérie. Aujourd'hui, pour faire semblant qu'on a une base sociale, aujourd'hui, coincés, enfermés dans cette décision d'aller à tout prix aux élections, ils veulent montrer à une catégorie des Algériens qu'ils ont une base qui les soutient, sauf que ça fait flop à chaque fois. On a vu les images, quelques dizaines par-ci, quelques dizaines par-là, sans compter qu'ils les ramènent par bus d'un peu partout, c'est-à-dire que... Et c'est des gens qui ne sont pas enthousiastes, on voit, hein, on voit qu'ils sont venus qui sont parce qu'ils ont que, obtenu quelque chose. Hein, voilà, msakin, quoi. Yeah, mais malgré ça, ça fait quelques dizaines de personnes. Donc imaginez s'ils avaient laissé les gens venir d'eux-mêmes, il y aurait eu 5 chats et toutes les tentatives, il y a 5 chats. Pourtant, ils nous disent avoir ramassé, Bedoui nous dit avoir recueilli 6 millions d'estimarats pour Bouteflika. Pour Bouteflika. Oui, donc, à partir du moment on attend de les voir. Ça fait 9 mois. Bouteflika est rentré dans les poubelles de l'histoire. Et pourquoi ils ne vont pas sortir ces 6 millions de gens qui sont avec eux, qui sont pour le régime C'était pour Bouteflika. Bouteflika est dans la poubelle. Mais c'est la même chose. Maintenant, ils n'ont pas osé dire 6 millions. Ils ont dit 1 million à peu près d'estimarettes pour tous les candidats retenus et non retenus. On aimerait bien voir ces 1 million. À partir du moment où il y a 1 million de signatures, de gens qui sont donc pour la... Pourquoi ils ne vont pas sortir 1 million, c'est quand même considérable. Ah oui, c'est énorme, 1 million. Donc 1 million pour tous les candidats. Moi, je leur propose, il doit y avoir une campagne électorale, normalement. J'allais y venir. Voilà, normalement, on y poser une question sur ça. Normalement, on est, depuis quelques jours, donc depuis qu'ils ont décidé qu'il y en avait 5, on est dans une campagne électorale. Le 11, elle va partir le 11 novembre. Le 11 novembre, à quelques jours près, mais on est dans une campagne depuis 3 mois. D'ailleurs, la campagne a commencé avant l'ouverture de la campagne officielle. Dans tous les pays, candidats tiennent des réunions. Dans tous les pays, les dates fixes, c'est la campagne où on compte le temps de chacun, mais les campagnes démarrent avant, avec les temps qui ne sont pas comptés. Donc les candidats sont en campagne, les 5 candidats sont en campagne. On devrait avoir des meetings partout, populaires, dans les salles, dans les stades. J'allais y arriver. Voilà. Et moi, ce que je leur propose, ce n'est pas que chaque candidat fasse un meeting dans une petite salle. Les 5 ensemble. Voilà. Et qui vont campagne pour les élections d'abord. Pour les 5. Et s'ils arrivent à remplir un stade, on leur dira... À la limite, OK, c'est bon, on va voter. Mais évidemment, ils savent tous que ce n'est pas vrai. Chacun attend que les généraux remplissent les urnes et ils attendent qu'à la dernière seconde, les généraux sortent le petit lapin et disent « c'est toi, c'est le 1 des 5 ». Vous choisissez celui des 5 que vous voulez, vous vous retrouverez dans une caserne. Les 5 sont des candidats du commandement militaire. Donc, ça veut dire, quel que soit le candidat, ça veut dire cette fois-ci, le régime n'a même pas besoin de frauder. Quiconque sort, c'est le candidat du régime, parce qu'il va être tellement faible qu'il ne pourra pas faire autrement que de se mettre tout seul sous les rangers. C'est exactement ce qu'a dit l'ancien chef du gouvernement, Mouloud Hamrouche. Même si vous m'élisez, je ne pourrai rien faire. Lui est lucide et il a compris. Ceux-là sont également lucides, mais ils ont tellement envie d'aller prendre la place de Bouteflika qu'ils sont prêts à toutes les indignités. Bon, vous voulez passer à un autre sujet. Donc voilà. Mais en tout cas, cette élection du 12-12 est aujourd'hui clairement l'élection du commandement militaire. Demain, Gaïd Salah va faire un discours. Va faire une conférence sur le rôle de l'armée dans la construction des sociétés, non pas des États. Voilà, donc ça, normalement, c'est des conférences... Vous pouvez me redire ça? Comment les armées construisent les sociétés. Voilà.
Donc ça, normalement... Ça se passe où? Dans quelle planète? À Beni Messous, la planète Beni Messous, justement, dont ils ne sortent jamais. C'est des thèmes comme cela, c'est réservé à des professeurs qui ont 40 ans d'études derrière. Donc c'est Gaïd Salah qui va faire ce discours. Une conférence animée en présence de journalistes? Évidemment pas du tout. Il la fera tout seul. Il ne répond pas aux questions. D'accord. Non. Et donc voilà, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il va la faire en quelle langue? Ça veut dire qu'on va le lui écrire et il va lire comme d'habitude, mais ça veut dire que au peuple qui crie chaque vendredi Madaniya, Meshi Askariya, il répond Askariya Blejdkom. L'armée va construire non pas l'État, mais la société. Comme si les armées avaient à construire quelque chose. Leur rôle, c'est de défendre des frontières et laisser le reste aux civils. Ils insistent, ils veulent à tout prix construire. Et une armée ne construit pas une société, elle construit des soldats. Or, la société, ce n'est pas des soldats. Pourquoi il ne faut pas un coup d'État, tout simplement, qui prenne le pouvoir ouvertement? Ben, ils y sont. Non, qu'ils dissolvent toutes les institutions, toutes les... Ouais, c'est l'ADN du régime algérien. C'est la spécificité, Noam Chomsky en avait parlé. La spécificité du régime algérien, c'est de toujours construire une façade civile derrière laquelle se cacher. C'est la première fois que depuis 8 mois, depuis le 2 avril, le départ de Bouteflika, ils sont nus face au peuple. Directement. Y compris en 92, en janvier 92, ça a duré une semaine. Moins d'une semaine, ils ont ramené Boudiaf et ils ont reconstruit la façade. Cette fois, ça dure depuis 8 mois, d'où leur empressement à reconstruire une façade civile, qui s'appelle Ben Flis, Ben Griha ou n'importe qui, ils s'en foutent. qu'il y ait une façade. Une façade. Le problème, c'est que on dirait qu'il y prend goût, on dirait qu'il a trouvé un jouet à sa mesure. Vous avez vu cette histoire avec Zermati? Quand il lui dit, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Alors Zermati lui dit, merci 1000 fois. Il lui dit, non, il faut aller jusqu'au bout. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi il dit non, merci 1000 fois. Et alors, le comble, c'est qu'on sait très bien, vous et moi qui sommes journalistes, que sans l'aval, voire le feu vert, voire l'injonction de Gaïd Salah, une telle indiscrétion n'aurait pas passé à l'UNTV. Ça veut dire non seulement il lui a dit, il s'est arrangé pour que l'UNTV enregistre, il leur a demandé de la passer. Et donc pour dire, c'est moi qui commande. Alors non seulement il ne se cache plus derrière des façades civiles, mais il fait en sorte que tout le monde sache que c'est l'armée qui est au guidon. Voilà. Ça veut dire quoi, ça? C'est là où on vient il brise la stratégie de l'armée algérienne sur laquelle elle a duré, qui est de toujours se cacher derrière une façade civile. Gaïd Salah, par sa personnalité, est en train de changer de stratégie. Ils sont complexés par le slogan Madaniya Meshi Askariya. Et donc, à chaque fois, ils veulent remettre l'armée Madaniya devant. Meshi Askariya, civil et non pas militaire. Et donc, à chaque fois, chaque occasion, ils remettent l'armée devant. La Coupe d'Afrique, c'est les avions militaires. La finale de la Coupe d'Afrique, ils envoient un militaire sur la pelouse en tenue militaire. Nous aussi, on a participé. Absolument. La Coupe, nous aussi, c'est pas que vous. Et à chaque fois, lui... Il a même écarté le représentant officiel. Et à chaque fois, il multiplie les discours. C'est moi. Gaïd Salah, Ben Salah promet de libérer les détenus et d'ouvrir le champ. Mesure d'apaisement. Il dit non. Non, l'élection, ce sera le 15, le jour où on appelle. Et c'est le 15. Et donc, il brise toute la stratégie sur laquelle s'est bâti le régime algérien militaire. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça lui plaît? Parce que c'est jouissif? Parce qu'il a trouvé un jouet, il ne veut pas le lâcher, il en a marre d'être toujours derrière les rideaux, il veut être le seul patron, directement, visiblement. Il y a sa personnalité à lui, mais il y a également le fait que pour une fois, depuis 62, si on met de côté l'été 62, le peuple algérien dit clairement, non seulement Madaniya Meshi Askariya, les généraux à la poubelle. Et là, ça leur fait très mal. Et ça, leur contre-discours, c'est puisque vous voulez nous jeter à la poubelle... Alors il n'y a que nous. Il n'y a que nous, on est là. D'où sa conférence de demain. Non seulement on reste, mais on construit des sociétés. C'est incroyable. Alors, Yahya Mriouba, sur ce sujet... Oui, Gaïd Salah souffre d'un complexe. Il faut savoir qu'à l'époque, personne ne présageait que Gaïd Salah devienne un jour chef d'état-major. On arrive à ce grade
de général de corps d'armée. Son ancien chef dans l'AMP, Khaled Nzar, l'a déclaré à plusieurs reprises. Il a même dit qu'il n'a jamais imaginé un jour voir Gaïd Salah dépasser le grade de commandant, vu son niveau d'instruction. Il a des choses à se prouver à lui-même, il a des choses à prouver à ses amis, à ses collègues dans l'armée, à ses anciens chefs dans l'AMP, mais aussi il a des choses à prouver aux forces internationales qui le soutiennent, aux pays occidentaux, aux pays moyen-orientaux, qui le poussent à aller jusqu'au bout. Et ce jusqu'au boutisme, on le voit à peu près partout, dans les pays du monde arabo-musulman, où il y a une aspiration démocratique des peuples. On le voit en Égypte, on le voit en Libye, on le voit au Yémen, où on n'a pas hésité à aller vers une guerre civile atroce et soutenue par les pays du Golfe. On le voit en Syrie, où on n'a pas hésité aujourd'hui à rétablir des relations diplomatiques avec Bachar al-Assad, qui a tué sa propre population avec des armes chimiques. Donc là où il y a une aspiration politique, dans le sens démocratique dans le monde arabe, à l'exception faite de la Tunisie, il y a un jusqu'au-boutisme national et international qui veut que ces peuples-là n'ont pas le droit de citer dans le monde dit démocratique. Et l'Algérie, c'est un pays pivot, c'est un pays très important, ce qui explique notamment même, si vous me permettez, M. Benchenouf, la fermeture et la décision politique de fermer l'accès à tous les satellites pour le Maghrébia. J'ai une information aujourd'hui que tous les autres satellites refusent de vous diffuser. Je ne sais pas si vous confirmez, mais vos collègues m'ont informé, m'ont donné cette information aujourd'hui. J'imagine qu'elle est vraie. Donc il y a un refus de démocratie pour l'Algérie et je pense que la manière dont a été dite la phrase « il faut aller jusqu'au bout » et même la langue en français et le jour du 1er novembre, je pense que c'est un message codé qui a été bien ficelé et scénarisé par le NTV et ceux qui dirigent la communication du chef d'état-major pour dire aux puissances occidentales vos ordres, et je dis bien vos ordres, ont été reçus 5 sur 5. D'ailleurs, le peuple algérien ne s'est pas trompé. Comme disait M. Benouar, les Algériens disent les généraux à la poubelle, ce qui les dérange, ce qui les met hors d'eux, parce qu'ils s'imaginaient au-dessus de tout le monde les garants du temple. Ils s'appellent comme ça entre eux, les gardiens du temple, c'est des malades. Alors que le meilleur d'entre eux n'a pas le niveau certificat d'études. Mais Yahya Mkhioba, alors deux questions en une. D'abord, cette folie suicidaire du chef d'état-major qui, comme je l'ai dit à Yahya, qui semble avoir trouvé un jouet à sa mesure, c'est vraiment jouissif pour lui, on le sent, on le voit. Il est très content de pouvoir enfin être le vrai chef directement, sans se cacher. D'abord, il y a ça, alors qu'il est unanimement rejeté. Alors qu'à chaque fois, il produit l'effet contraire, ça veut dire de plus en plus de gens sortent dans la rue. Et la deuxième question, dans la même question, est que ces protecteurs, les protecteurs internationaux, et je franchis le pas, je cite nommément l'État français qui le soutient à bout de bras, il ne voit pas que c'est suicidaire pour tout le monde de soutenir une armée qui n'a même plus la capacité de se cacher derrière une façade civile dans un pays où les gens rejettent ces élections parce qu'elles sont organisées par cette armée. Ils ne voient pas les images d'Algériens qui défilent par millions, qui disent tout le régime doit partir, nous voulons une démocratie, nous voulons des élections sincères. C'est incroyable, on dirait qu'ils font exprès de se saborder. C'est un peu comme si le Titanic, il allait tout droit et délibérément vers l'iceberg. Bien sûr, ils auraient pu avoir cette vision à l'époque. La guerre du 1er novembre, la révolution du 1er novembre. Donc, même Messali appelait à un dialogue, appelait à une solution négociée. Farhat Abbas aussi, mais ça, c'est une spécialité, une spécificité, excusez-moi, française,
qui veut aller vers le jusqu'au-boutisme. Et le jusqu'au-boutisme, avec le peuple algérien, aboutit généralement à des déchirures. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais aujourd'hui, il est malheureux de constater un gouvernement comme le gouvernement français ne pas dire un mot sur les arrestations des militants politiques, ne pas condamner l'arrestation des journalistes, ne pas condamner même les dirigeants et les militants de l'association Rage, qui est une association républicaine, laïque, de gauche. Donc il y a une unanimité internationale à fermer les yeux. Même la manifestation de Paris, qui a été la plus grosse manifestation jamais observée dans un pays étranger et qui a été blackoutée. Avec le seul média présent avec le Maghrébien, c'était Russia Today. Il n'y avait aucun média français. C'est vrai. On comprend que la démocratie en Algérie, ça dérange, mais j'aurais aimé que le gouvernement français, que les centres d'études français comprennent enfin que la démocratie en Algérie et même dans le monde arabe, c'est une finalité qui va arriver et que la route de l'histoire qui a commencé en 2011, 2010 en Tunisie, ensuite à Meydan Tahrir en Égypte, ne s'arrêtera pas. Ça va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais l'émancipation politique des peuples, elle est là et elle aboutira avec malheureusement des déchirures. Et je pense que ça sera une déchirure entre l'Algérie et la France si le jusqu'au-boutisme français continue à se rire. Et restez avec nous, Yahya Benoua. Nous allons aborder le dernier sujet avant de recevoir Hassan Mouali qui va nous rejoindre bientôt. Yahya Benoua, au sujet de la manifestation des étudiants hier, la plus grosse manifestation d'étudiants depuis le début. Là, c'est toutes les universités quasiment qui sont sorties, qui ont été rejointes par la population, par j'allais dire la société civile. Qui a pris l'habitude maintenant de protéger les étudiants quand ils manifestent, parce qu'ils étaient tabassés, et donc les gens sortent avec eux, femmes, hommes, enfants, hommes d'un certain âge, et donc y compris des universités qui étaient bloquées jusque-là, on ne sait pas par qui. Il y a des potentats locaux qui font des pressions énormes sur certaines universités pour les empêcher de sortir. Là, elles sont en train de sortir toutes. Oui, il y a eu le 1er novembre qui a déclenché un certain nombre de choses. Les manifestations, c'est des marées humaines le 1er novembre. Ouais. Il y a 40 universités en Algérie, avec des dimensions différentes. Les plus grandes, c'est dans les plus grandes villes. Mais à l'intérieur du pays, ils ont subi d'énormes pressions. À Alger aussi, dans les universités des grandes villes, d'énormes pressions, des menaces de suspension, des menaces d'exclusion d'étudiants, donc ça leur brise leur vie. Certains étudiants sont en prison, donc on leur brise vraiment leur vie. Il y a même, nous dit-on, des sortes d'organismes un peu mafieux, des sortes de syndicats, d'organisations estudiantines, de fiers à bras qui ramènent des gens de l'extérieur, qui vont rentrer dans le campus pour menacer physiquement des gens. Donc, il y a les menaces physiques, il y a les menaces de l'administration, il y a les, comme par hasard, les TD, c'est le mardi. Dans pratiquement toutes les universités, les travaux dirigés sont organisés le mardi. Et si on rate 3 travaux dirigés... C'est incroyable. C'est l'exclusion. Démoniaque. Voilà, donc ils jouent sur tous les tableaux. Mais ce qui s'est passé le 1er novembre a relancé la machine, pas dans les grandes villes, à l'intérieur du pays. Et puis on a vu depuis l'été, où les étudiants, les fois où ils ont essayé de les réprimer, tout de suite derrière, les non-étudiants sont sortis manifester, les accompagner, les protéger. Beaucoup d'étudiants manifestent avec leurs parents. C'est-à-dire la maman vient, le père vient, notamment quand c'est des étudiantes, pour protéger leurs enfants. Et puis il y a d'autres qui viennent. Et donc ça donne des manifestations étudiantes, mais également protégées par la population, accompagnées et protégées par la population. Mais le fait que la dynamique reprend dans les campus, c'est le cœur d'une nation, les universités. Et l'avant-garde. Alors que pour eux, le cœur d'une nation, c'est l'état-major et une caserne. Donc, et quand le cœur de la nation se met en ébullition, parce que tout le pays est en ébullition, ça veut dire que la victoire est au bout du chemin. Yahya Mkhioba, au sujet des étudiants.
On a vu hier la manifestation à Alger et ailleurs. C'est quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Il y a une conscience intellectuelle pour cette révolution. Le régime a essayé hier, notamment à Alger, de réprimer, mais je voulais juste revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, aux efforts de mobilisation de la junte militaire. Au moment où on parlait tout à l'heure du sujet, des tentatives de faire sortir des Algériens pour soutenir Gaïd Salah à Ouadsouf et à Tlemcen, il faut savoir que ce soir, à Tlemcen, à la place Emel Abdelkader, et je regardais tout à l'heure la vidéo qui était en direct sur Facebook, les jeunes et les citoyens de Tlemcen sont sortis pour nettoyer la place Emel Abdelkader des résidus qui ont, selon eux, qui ont sali cette salle, plutôt cette place de Tlemcen, des résidus qui ont manifesté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait des emballages Qu'est-ce qu'il y avait des emballages de cachets? Même ils essaient de manipuler la population est tout le temps là et à la hauteur, à des niveaux intellectuels et politiques que même la classe politique classique n'arrive pas à égaler. Yahya Mkhiouba, nous allons aborder, mais un peu rapidement, une question, celle de la campagne électorale. Comment ils vont pouvoir faire leur campagne électorale, aller vers la population, tenir des meetings dans un tel climat d'hostilité générale, de rejet systématique de tous ces candidats? Ils misent beaucoup sur les chaînes télé, ils misent beaucoup sur le Chourouk et le Nahar. Il faut voir comment ils se sont tous mobilisés après le décès de Ali Fodé, l'ex-directeur général de Chourouk. Ils espèrent faire campagne électorale à travers Chourouk et Nahar et le NTV. Ils savent très bien qu'ils ne pourront pas aller dans les wilayas et animer des meetings. Vous avez vu la scène où Benflis a été chassé d'un restaurant à Alger. Et vous avez vu hier le directeur de campagne de Tebboune Naba se faire chasser dans la rue. Donc, ce n'est pas possible de faire campagne. Et ce qui est, ils vont faire campagne dans les studios de télévision, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ils ne vont pas sortir, ils ne vont pas aller au peuple. Ils ne pourront pas. Il faut comprendre, il faut admettre que le pays est rentré dans une logique révolutionnaire. On n'est plus dans le hirak. On ne manifeste plus pour la démocratie, on manifeste pour l'istiqlal. La population dit, les généraux à la L'istiqlal, c'est l'indépendance. L'istiqlal, c'est l'indépendance. Absolument, c'est l'indépendance. On parle de l'indépendance. Et de l'indépendance véritable. Ce n'est pas l'indépendance qui a été confisquée en 62, comme l'a écrit Farhat Abbas ou comme l'a écrit le commandant Bourga. Donc la population a compris l'enjeu. Et c'est pour cela que je ne pense pas que cette génération va se laisser faire et va encore faire avoir comme ils l'ont les Waldina ou je donne par ignorance ou par niyam saken. Mais ce qui est certain, moi je me demande, est-ce que M. Benflis, par exemple, pourra aller animer un meeting à Batna? Il faut dire à Al-Magharibi, à vos téléspectateurs, que ces élections du 12-12 ne sont pas sûres d'être tenues. Du moment qu'ils ne peuvent pas tenir campagne, ils ne pourront pas organiser ces élections. Et cette population qui est dans la rue, par des millions de personnes, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, ne se laissera pas faire le 12-12. Déjà, il y a des appels à manifester le 11 décembre, c'est la veille du 12 décembre, pour dire que la population est là et faire basculer la révolution pacifique, parce que c'est les manifestations du 11 décembre 60 qui ont basculé la révolution de novembre, et dire que le FLN n'était pas mort à Alger, il n'était pas mort nulle part ailleurs, et que la population était pour le FLN, était pour l'ALN, et la question d'indépendance était une question du peuple algérien, et non pas seulement d'une élite algérienne. Et c'est ce qui va se répéter, Inch'Allah, le 11 décembre, partout dans les wilayas d'Algérie, et le 12 décembre, je vous dis, M. Benchinour, ce qu'on voyait il y a quelques années, les bureaux de vote fermés et saccagés, j'appelle pas à cela, mais malheureusement, on se dirige vers cela. Ce qui se faisait en Kabylie seulement il y a quelques années, on va le voir à l'échelle nationale. Et restez avec nous, Yahya. On pourra l'expliquer
à la communauté internationale et à la presse mondiale. Et restez avec nous. Alors, Yahya Bonouar, les campagnes électorales, et vous vouliez soulever un point, je crois, en plus. Oui, la campagne électorale, je pense qu'au début, quand ils ont commencé les arrestations fermées à Alger, bloquées, il a même menacé de saisir les bus. Ils voulaient vider la rue avant la campagne électorale pour faire un semblant de campagne. Puis ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas vider la rue, que finalement ils ont arrêté 200 ou 300 personnes, ils sont en prison, ça n'a pas vidé la rue. Ensuite, ils se sont attaqués à Al-Maralibia, ils ont réussi à couper le signal satellite, mais les gens regardent quand même Al-Maralibia. Toujours est-il, la rue n'a pas été bloquée. Puis ils ont compris qu'ils ne pourront pas faire de campagne électorale. Donc ils ont renoncé, ça se fera, comme le disait Yahya Mkhioua. Uniquement depuis les studios. Voilà, depuis les studios. Ils n'iront pas dans la rue. Et ils ne peuvent pas aller dans la rue. Et ce qui s'est passé mais ça va être un désaveu avoué, j'allais dire, excusez pour le... Oui, ils ont compris et ils ont renoncé à la campagne électorale. Maintenant, ils s'accrochent au 12-12, d'où les menaces répétées de Gaïd Saleh et pour la première fois de Ben Saleh. Le discours du 31 octobre, la veille du 1er novembre, Ben Saleh lui-même, chef de l'État illégitime, illégal, qui menace les Algériens qui empêcheront le 12-12. Les Algériens vont empêcher le 12-12. Ça commencera le 11 ou ça commencera le 10. Mais comment peut-il l'empêcher de façon non violente? Non violente, il y a plusieurs manières. Dans chaque quartier, chacun là où il est, il coupe la route. Et puis ça, c'est une manière. Deuxième manière, une action de désobéissance civile. Ça veut dire grève générale de tout le monde. Il y a des appels pour le 11 décembre, pour fêter le 11 décembre 60, qui est effectivement le tournant dans la guerre de libération. Et c'est la veille du 12. Mais pour empêcher de manière pacifique, les moyens existent. Il suffit que chacun dans son quartier bloque sa route. Quelques pierres, 2 troncs d'arbres. Si les policiers viennent, ils les enlèvent, on les laisse faire, on ne leur parle pas, ils repartent, on remet. De toutes les manières, ça ne sert à rien, puisque c'est bloqué 500 mètres plus loin. 2, on transforme le 12-12 en un vendredi gigantesque. Énorme manifestation partout dans le pays. Les gens qui vont venir couvrir le scrutin couvriront les manifestations et comprendront qu'il n'y a pas d'élection et le peuple n'en veut pas. Et il y aura des caméras du monde entier. Là, ce ne sera pas le blackout, c'est pas possible. Voilà, ils vont recevoir la claque de leur vie. Ils jouent. Aujourd'hui, ils sont arrivés, ils savent ce qui se passe dans le pays, mais ils se disent, on va quand même tenter. Et ils ne vont pas essayer de plonger le pays dans la violence en essayant de monter des Algériens contre d'autres? Ils ont déjà essayé, ça n'a pas marché. Et vous me donnez la liaison. Il y a un ex-candidat, vrai ou faux candidat, ou c'est son cousin qui était candidat. Je parle de Rachid Nekez. Et qui appelle les gens à utiliser le Kalachnikov. Pour contrer la loi sur les hydrocarbures. Contre les députés ou contre un chat ou contre un chien. Le seul Kalachnikov des Algériens, c'est la Selmiya. Il n'y a pas de Kalachnikov. C'est l'arme la plus puissante des Algériens, c'est la Selmiya et elle est reconnue au niveau mondial. Quand on voit des manifestations où il y a des centaines de milliers de personnes et quand ils se dispersent, il n'y a plus un seul papier par terre. Tout est nettoyé. Quand on voit des vendredis monstrueux depuis 9 mois, pas une vitrine cassée. Alors qu'on ne vienne pas nous parler de Kalachnikov, la seule Kalachnikov des Algériens, Selmiya. Je tenais à et le chargeur de munitions, Khawa. Et puis les banderoles, les chansons, et ils savent faire, les jeunes, ils savent une créativité incroyable. Donc ce genre de personnes qui restent de côté. Oui, ça a fait le buzz, son appel à utiliser le Kalachnikov contre... Voilà, qu'il laisse cette révolution pacifique aller à son bout. Alors, Hassan Mouali nous rejoint. Hassan, merci d'être avec nous. Merci, c'est toujours un plaisir, Jamal. Merci, on a essayé de vous joindre un peu plus tôt. Alors, Hassan, d'abord, cette histoire de magistrat, votre commentaire? Personnellement, je m'y attendais un petit peu. Ça nous a étonné que le syndicat des magistrats fasse grève. C'était inédit quand même. Donc, mais tout le monde aura compris que finalement, c'était des revendications corporatistes
48 heures après leur satisfaction, entre guillemets, et voilà qu'ils reviennent comme des moutons à leur boulot. Donc, c'est pas étonnant, parce que le pouvoir, il sait pertinemment que la poursuite de la grève des magistrats serait un coup fatal à son processus, à son agenda politique, parce que c'est quand même un corps sur lequel il compte beaucoup pour mener sa justice, entre guillemets. Ce sont ces magistrats qui jettent des manifestants en prison à tour de bras. Donc, imaginons une seconde que ces magistrats rebelles et libèrent tous les manifestants. Donc, ça va complètement fausser les calculs du régime et du coup, son processus politique. Donc, j'imagine il y a aussi les élections. Les élections qui ne peuvent pas se dérouler sans les magistrats. Absolument, absolument. Non, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'État. Dans des pays qui se respectent, c'est la colonne vertébrale de l'État de droit. Mais nous, on se contente de l'État. L'État uniquement. Plutôt du régime, Hassan. C'est la colonne vertébrale du régime, pas de l'État. Oui. C'est-à-dire, en valeur absolue, on parle d'État, mais pour ce qui nous concerne, effectivement, c'est le régime, ce n'est pas l'État, parce que l'État, c'est nous tous, c'est les institutions et tout. Et donc, je pense que le pouvoir de fait, voilà, donc a compris qu'il fallait quand même, il a commis l'erreur, une erreur fatale, ce qui s'est passé à Oran, l'incursion, c'est une incursion, ce qui s'est passé à Oran, puis au tribunal de Birman Rais, à Sidi Mohamed, c'était une première, peut-être même en Corée du Nord, je ne sais pas si on a vu ça en Corée du Nord. D'habitude, c'est la justice qui donne des ordres au corps de sécurité, et là, pour le coup, ce sont les services de sécurité qui ont violenté les magistrats. Donc, j'imagine que c'est une première au monde. Et voilà, c'est ce qui explique un petit peu le message de regret, entre guillemets, du ministre Belkacem Zarmati. C'est là où on a compris que le pouvoir, le régime, essaye de se rattraper parce qu'il a compris qu'il a commis une bêtise et qu'il fallait qu'il répare ça pour se refaire une virginité et pousser donc les magistrats à revenir à de meilleurs sentiments. Les meilleurs sentiments, c'est naturellement d'arrêter la grève. Mais quand on voit les acquis de ce syndicat, des syndicats des magistrats, entre guillemets encore une fois, il n'y a pas grand-chose. Je me souviens, il y a 3 jours de ça, le président du syndicat a été on ne peut plus radical. Et finalement, de vagues promesses comme ça, que des discussions, des groupes de travail allaient être installés pour discuter de l'indépendance de la justice, préparer des textes législatifs pour l'indépendance de la justice. Mais Yahya Mriouba nous apprend qu'ils ont été augmentés à hauteur de 70% avec effet rétroactif depuis le 1er janvier. J'y arrive justement. C'était ça en fait le clou, c'est le fric. Il y a toujours derrière chaque affaire sulfureuse, il y a l'argent, l'odeur nauséabonde de l'argent, parce que les promesses professionnelles, on va dire, sur l'exercice, doivent donner des outils pour l'exercice en toute indépendance du travail de magistrat. On n'a pas vu d'acquis. C'est juste de vagues promesses comme ça qu'il va y avoir des discussions. Après, bien sûr, on leur a promis qu'ils vont avoir droit à de considérables augmentations de salaire avec effet rétroactif. Là, bien sûr, malheureusement pour ce syndicat, malheureusement pour les magistrats, ils ont succombé. Ils ont succombé aux sirènes de l'argent. Mais il faut qu'on soit quand même juste et dire que ce syndicat ne représente pas tous les magistrats. Aujourd'hui même, je vous apprends qu'il y a eu un communiqué de ce qu'on appelle le club des magistrats algériens qui dénonce l'arrêt de la grève justement du syndicat. Il dénonce, il dit que c'est du menu fretin ce que le syndicat a obtenu et que la justice reste dépendante du pouvoir. Donc, il a dit c'est juste, nous sommes obligés de signer cet accord parce que la situation est très difficile et que les citoyens, les justiciables que nous sommes, souffrent eux aussi, mais concrètement, le syndicat n'a absolument rien obtenu. Donc, voilà, au sein de la corporation, ça ne fait pas l'unanimité. C'est-à-dire que c'est une grève très politique et qui a été désamorcée par de la monnaie sonnante et trébuchante. Et sur le retour du cachirisme
à El Oued, Ouedchouf et à Tlemcen, où on a tenté de faire sortir des manifestants, des millionnillettes de manifestants qu'on a ramenés par autocar de la région, d'un peu partout. Ils n'ont pu ramener que quelques dizaines finalement. Ils ont ramené les chaînes de télé. Les chaînes de télé étaient plus nombreuses que les manifestants, sauf que le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu remplir la rue. C'était vraiment petit. Oh, Djamal, tu sais, c'est un procédé très éculé chez le régime, même du temps de Bouteflika, c'est ce qu'on faisait du temps de Zerwal aussi, les fameuses marches spontanées. Donc, le régime algérien, quels que soient ses hommes, parce que c'est le même régime depuis 1962, quels que soient ses hommes, il recourt régulièrement aux mêmes recettes, des vieilles recettes qui n'ont aucune prise sur la réalité, qui ne convainquent personne. C'est à la limite éhonté, fait arnaquer intelligemment, inventer des procédés un peu plus subtil et tout ça pour tromper l'opinion, mais pas comme ça. On a vu la fameuse coupole de 5 juillet de la Oufda Khamsa. Ils ont ramené des Algériens des 4 coins du pays en disant que c'est tout le peuple algérien qui réclame le 5e mandat, mais finalement on a vu, on connaît les résultats, donc c'est à peu près la même chose. Ça ne m'étonne pas. Demain, peut-être dans 15 jours, 20 jours, ils vont ramener Chakib Khalil peut-être pour l'en mettre en prison, ou alors Bouchouareb et tout ça. C'est des cadeaux comme ça qui vont exhiber comme des trophées de guerre pour un peu attirer vers eux des gens qui ne les soutiennent pas. Donc ça ne m'étonne pas, il va y avoir beaucoup d'actions de ce genre, mais le plus important pour eux, c'est d'arriver au 12 décembre. Et le 12 décembre, me semble-t-il, ils vont faire leur élection, quel que soit la campagne électorale, Hassan, ils ne peuvent pas ne pas faire de campagne électorale. Ils ne peuvent pas la faire que dans les studios de télé. Il faut qu'ils aillent à la rue, qu'ils aillent aux gens. Comment ils vont faire? Ma conviction, Djamal, ma conviction est que ce régime ne s'embarrasse pas de procéder. Il s'en fiche éperdument. On se souvient très bien qu'en 2014, le candidat président n'avait pas fait campagne. On nous montait une campagne par procuration à Abdelmalek Sedlal comme directeur de campagne de Bouteflika, et Bouteflika est resté chez lui parce qu'il était gravataire, il ne pouvait pas bouger. On nous a fait croire qu'un président peut ne pas faire campagne électorale, même si c'est lui qui sera président de la République. Donc on peut imaginer très bien des forces de sécurité, on va lui ramener ses supporters, on va les payer, on les met dans une salle, pendant 10 minutes, ils vont faire des plans serrés, c'est bon. Akhmchla, il a fait un truc, un meeting là-bas, ils vont se contenter de 3-4 meetings comme ça, et puis c'est bon, voilà, on élite bon. Belfris deuxième position, Blaïd troisième position, 17,55% de participation ou je sais pas moi, et c'est bon, ils vont, voilà. Je pense qu'ils vont pas s'embarrasser de moyens parce qu'ils savent pertinemment que c'est vrai que le monde nous regarde, mais le monde aussi a pris conscience que en Algérie tout peut se passer. On est pratiquement sous régime militaire, donc ils font ce qu'ils veulent. Quand un chef d'état-major dit au ministre de la Justice, il faut aller jusqu'au bout. Où est la séparation des pouvoirs? Et donc, ma foi, le 12 décembre, ils peuvent la plier en 2 temps, 3 mouvements, cette élection. Ce Merci. Bon, je pense que c'est, comment dire en arabe, c'est le péché originel a été de prolonger le mandat illégalement, anticonstitutionnellement, le mandat de Ben Salah en juillet dernier. On est dans la parfaite illégalité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à foutre d'organiser un simulacre d'élection présidentielle et anoblir Lord Boone et le mettre comme président de la République? Il sera reconnu par la France, les États-Unis et tout ça. Et puis voilà. Merci voilà. Hassan. La seule certitude, la seule satisfaction, c'est que le mouvement populaire oui, leur président ne sera jamais légitime. Merci Hassan. Merci. Si le chef d'état-major a demandé à ce qu'on aille jusqu'au bout, je pense que le peuple aussi ira jusqu'au bout, mais pacifiquement. Merci Hassan Mouali. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Yahya Mkhribo, vous voulez dire un dernier mot? Il y a moins d'1 minute. Yahya Bounoir. Deux mots, juste un mot de ce que disait Hassan Mouali. Évidemment, le commandement militaire pense et veut organiser coûte que coûte l'élection. Et évidemment que ce n'est pas parce qu'il le veut que ça se passera. Il y a en face un peuple déterminé qui bloquera cette élection et elle n'aura pas lieu. Juste un dernier mot à propos des magistrats. Oui. Il faut quand même rappeler que depuis 9 mois,
cette révolution se fait sans eux et contre eux dans certains cas. Et que donc, cet épisode de cette semaine, ils sont venus, ils sont repartis, ça a touché le moral, ça ne touche aucun moral, ça fait 9 mois qu'ils ne sont pas là et qu'ils sont même de l'autre côté, qu'ils emprisonnent les gens. Donc la révolution se poursuit sans eux. Très bien. Yahya Mkhiyouba, en moins d'1 minute, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que la révolution continue, la révolution s'intensifie et la liste des candidats, des 5 candidats pour le 5e mandat bis, ne fait qu'encourager les Algériennes et les Algériens à descendre dans la rue pour dire non à cette mascarade. La révolution avec les magistrats ou sans les magistrats, elle est tenue. On aurait aimé qu'elle se fasse avec eux, mais s'ils ont décidé autrement, tant pis pour eux. Et on saura, demain, quand on vaincra, Inch'Allah, on saura reconnaître les nôtres. Par contre, Rachid Nekez, je veux dire, insister, c'est un usurpateur politique et je l'attaque et je l'assume. C'est quelqu'un qui appelle à la violence et on sait très bien d'où il a été envoyé et par qui, parce qu'on veut entacher cette révolution par le caractère violent et dire et commencer à la condamner comme on a fait en Syrie, comme ils ont réussi en Syrie. On n'est pas la Syrie, on a déjà une expérience et j'invite M. Rachid Nekez à revenir à ces combats entre parenthèses d'origine en France. La France et l'immigration en France a largement besoin de Rachid Nekez. En Algérie, on n'a pas besoin de lui. Merci. Et les jeunes Algériens l'ont démontré à Alger il y a plusieurs vendredis quand ils l'ont évacué de force à la Grande Poste. Excusez-moi. Tous ceux qui appellent à la violence, que ce soit Rachid Nekez ou autre, c'est quelqu'un qui veut mener ce pays à la dérive et faire échouer cette révolution. Je dis aux Algériennes et aux Algériens, faites très attention, ne faites pas... Alors, donc, on est d'accord. Ouais, je vais terminer ce que disait Yahya Mkhiyouba. Oui. Selmia, 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 et n'écoutez personne. Tous ceux qui veulent vous entraîner dans la violence, il faut les laisser de côté, les marginaliser. Selmia jusqu'au bout, et on vaincra par la Selmia. Mais finalement, Yahya, on va déborder un peu sur le temps. Et on va poser la question à Hassan Mouali. Est-ce qu'il est toujours avec nous, Hassan? Rahana Hassan. Alors, c'est vrai, je vous remercie d'avoir posé le problème de cet appel de Rachid Nekez. C'est d'une gravité extrême. Parce que le seul facteur qui a permis à cette révolution de réussir, de tenir presque 9 mois, d'acculer ce régime à ses derniers retranchements, à un point où il en devient ridicule, où il n'arrive même plus à mobiliser 2 autocars. C'est grâce à la Selmia, oui, c'est grâce au pacifisme. Donc, moi, je connais bien Rachid Nekez, je ne veux pas le taxer de quoi que ce soit, mais comment est-il arrivé à user de... C'est grave. D'ailleurs, Rachid Nekez, s'il m'entend, je l'invite bien volontiers à venir s'exprimer ici pour qu'il essaie de nous expliquer un peu cette sortie très, très étrange. Il n'y a pas d'explication. Ouais. Quel que soit ce que vont faire ces députés, illégitime, le Parlement lui-même est illégitime, et tout ce qu'ils vont voter sera jeté à la poubelle dès qu'on passera à un état de droit. Et donc, appeler à les violenter, pour quelque raison que ce soit, non. Plus jamais de violence. Ce pays a déjà trop souffert. Je le rappelle, cela fait 2 siècles que ce peuple souffre. 130 ans de colonialisme et 57 ans d'une dictature militaire. Ça suffit. Ce peuple a déjà payé et trop payé. Il montre par la... On vient en 9 mois. Ce peuple a bénéficié maintenant, a acquis la sympathie du monde entier. Hier, j'écoutais Patrick Poivre d'Arvor qui dit que les manifestations des Algériens ont changé l'image des Algériens dans le monde. C'est-à-dire que les Ouihia, Bouteflika, Gaïd Saleh et ses copains qui disaient aux dirigeants étrangers quand ils les rencontraient « on ne peut pas faire la démocratie chez nous, notre peuple c'est des sauvages, c'est des violents ». Elle a dit. On interdit les manifestations à Alger parce que nous sommes incapables de faire comme les autres peuples, de manifester sans violence. Il l'a dit comme ça. Hein. Et ça, c'est le discours qu'ils tiennent aux Occidentaux et aux étrangers depuis 20 ans pour leur dire ne nous parlez pas de démocratie. C'est pas possible, chez nous on n'a que des sauvages. Que des sauvages.
le peuple a montré que les sauvages, ils sont de l'autre côté de la barrière. Et des gens comme Nekez, alors si c'est une erreur, il viendra s'excuser. Et tant mieux. Mais on ne peut plus retourner à ça. Le sang a trop coulé dans ce pays. Alors, mes chers amis, donc, pour apporter de l'eau au moulin de mes amis donc, qui tous ont dénoncé cette grave dérive de Rachid Nekez qui appelle à prendre des clashs, même si c'est pour une raison très valable, pour empêcher ces députés de voter cette loi des hydrocarbures dont tout le monde dit, sans rentrer dans ces détails, qu'ils n'ont pas le droit de le faire, puisque c'est un Parlement illégitime, et que cette loi va engager l'avenir de l'Algérie dont les hydrocarbures sont pour le moment la seule ressource. Il ne faut pas oublier que 98% de nos ressources proviennent des seuls hydrocarbures et que les 2% qui restent, pour qu'on ne se fasse pas d'illusions, proviennent aussi de minerais. Ça veut dire qu'on ne produit aucune richesse. Et donc ce Parlement n'a pas le droit d'engager l'avenir de nos enfants alors qu'il n'est pas d'abord habilité, il n'a aucune connaissance, aucune expertise sur ces questions, et qu'ensuite il n'est pas légitime. C'est le Parlement le moins bien élu dans le monde. Aucun Parlement dans le monde n'a été élu aussi bas, à peine 10 à 12%. Ils ont gonflé à presque 30%, mais tout le monde sait que c'est 10 à 12%, c'est confirmé. Alors, Rachid Nekez qui appelle à prendre le clash pour empêcher cette loi de passer. Les Algériens sont unanimes à lui dire de se calmer et que le seul Kalachnikov du peuple algérien, c'est son pacifisme. Il l'a prouvé. Il a réussi à vaincre l'un des régimes les plus despotiques, les plus policiers, les plus corrompus et les plus corrupteurs de l'histoire de l'humanité. Et je pèse mes mots. Il les a acculés à partir. Ils n'ont plus le choix. Ils sont en train de s'accrocher à n'importe quoi. Ils ont des réactions de noyés et de Titanic qui sombrent. Donc, khawti khwatati, باش نكملوا سلمية خوا خوا surtout maintenant. C'est le dernier virage. Donc, on arrive bientôt à tout ce qu'on a désiré, à l'avènement d'un État de droit, à une république, à une Algérie enfin heureuse, enfin juste. Donc, nous la referons plus jamais.